Bonjour, chers élèves de la première D de l'ONG Service Éducation. Nous sommes à la deuxième séance de notre cours sur les conséquences de la mondialisation. Et votre serviteur, M. Traoré, à ce micro. Alors, à la première séance, nous avions conclu, ou bien nous avons fermé cette première séance par une série de questions. Je tiens à vous remercier pour les questions pertinentes qui ont été posées à mon endroit. Et je remercie Dieu qui m'a aidé à répondre efficacement à ces questions. C'est pourquoi nous allons ce matin continuer notre cours et entamer le grand 2. Alors, le grand 2 est le fonctionnement de la mondialisation. Dans le grand 1, nous avions vu les secteurs touchés par la mondialisation. Maintenant, dans le grand 2 maintenant, nous allons efficacement toucher le fonctionnement de la mondialisation. Il faut comprendre que ce système mondial-là fonctionne exactement comme nous avons vu un peu dans notre cours du capitalisme, dans notre leçon d'histoire. Alors, c'est pourquoi le petit 1, nous allons toucher les bourses de valeur. D'accord? La mondialisation fonctionne selon le principe de l'économie libérale, la loi de l'offre et de la demande. Les négociations et la fixation des coûts, c'est-à-dire prix, sont effectuées dans les bourses de commerce ou bourses de marchandises. Exemple, nous avons les bourses de Chicago pour le blé, le maïs, les bourses de New York pour le coton, le sucre et les métaux non ferreux. La bourse de Londres pour le cacao. Voilà quelques secteurs où on fixe véritablement les prix de ces matières-là. D'accord? C'est vrai que c'est un marché international et nous savons tous, depuis la première leçon, que le marché international est régulé par une organisation qu'on appelle OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et dans cette Organisation mondiale du commerce là, il y a des secteurs qui s'occupent de la fixation des prix des produits, que ce soit produits les matières premières ou alors les céréales ou autres, sont spécialisés pour la fixation de ces prix-là. Et la plupart de ces prix sont fixés dans les bourses de valeur, de marchandises et de commerce. C'est pourquoi on a donné quelques exemples de bourses, notamment la bourse de Chicago, qui est spécialisée dans le domaine du blé, du maïs, la bourse de New York dans le coton, le sucre et les métaux non ferreux, la bourse de Londres dans le cacao. Et il y a d'autres bourses encore à travers le monde entier qui sont spécialisées dans d'autres produits. Alors, donc le premier élément que nous venons de voir, c'est les bourses. Alors, il y a le deuxième élément qui est aussi important, je pourrais dire trivial ou bien précieux, c'est le petit 2, les investissements. Alors, aux bourses de valeur, il faut ajouter les capitaux d'investissement des
multinationales à travers le monde entier. Souvent, ces industries ont des valeurs, je me répète souvent, ces entreprises ont des faveurs des États d'accueil à cause de leur délocalisation. Elles génèrent beaucoup de flux financiers. Ceci regroupe les flux de devises effectués par le règlement d'un échange de produits ou de services, l'investissement d'un pays dans un autre, les prêts et les emprunts internationaux ou tout simplement l'achat d'une action. Alors, qu'entend par investissement? On entend par investissement l'argent que soit des individus ou des entreprises placent dans d'autres pays en retour pour recevoir des dividendes. Lorsque nous avons vu dans le système libéral au début de l'année, il s'agit ici des actionnaires et autres qui se regroupent et qui mettent les argent ensemble, qu'on appelle le capital, pour créer une entreprise, et à la suite ils se partagent les bénéfices. C'est pareil pour les multinationales. Alors une multinationale a plusieurs avantages à travers le monde entier. D'abord, elle peut se délocaliser. Délocaliser, c'est-à-dire l'entreprise est créée, un exemple, dans un pays tiers, mais au-delà de ce pays tiers-là, il s'implante à travers le monde entier, qu'on appelle les filiales, à travers le monde entier. Et chaque fois qu'une filiale doit s'implanter dans un pays, alors le pays d'accueil fait les yeux doux, qu'on pourrait appeler, fait des exonérations douanières à cette entreprise-là. Parce qu'en retour, l'entreprise va embaucher des nationaux pour travailler. Et en plus, les flux d'échange entre, l'entreprise et sa structure mère va générer des fonds pour le pays d'accueil. Donc, ce qui fait généralement que, vous voyez, ces pays d'accueil-là facilitent l'installation de ces entreprises. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, l'entreprise peut aider même les pays à recevoir de l'investissement de l'étranger ou même la dette, à faire des emprunts par exemple. L'entreprise peut coacher le pays à l'étranger à faire des emprunts de telle sorte que les projets que ce pays-là développe là soient aisément financés par soit les institutions de Bretton Woods ou alors même les entreprises, ces multinationales là peuvent aussi financer les projets des États, et c'est dans ce cas-là qu'on appelle les projets privés publics, parce que vous avez à la fois dans un projet les privés sont engagés aux côtés de l'État, d'où l'investissement privé public généralement sur certains projets dans les pays. Donc en réalité, lorsque ces grandes multinationales s'implantent, il y a beaucoup d'avantages. Et le premier avantage ciblé, c'est les investissements. Après ce domaine-là, alors les échanges ont connu une croissance spectaculaire, d'accord, grâce à ces investissements-là. Ainsi, le marché mondial des actions fonctionne 24 heures sur 24 et repose sur 3 grandes bourses internationales. Ça, c'est dans le domaine de l'investissement. D'accord? On a la bourse de Tokyo, Londres, New York. Elles sont localisées dans les pays industrialisés. Alors, ça, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails parce que c'est la main qui donne qui est toujours au-dessus. Alors, les pays industrialisés, généralement, c'est eux qui sont
les grands producteurs de ces produits-là, notamment les produits manufacturés et autres. Hein. Donc, généralement, c'est trivial que les bourses se situent dans les pays respectifs. Alors, nous allons toucher un autre point qui est le point 3. Le point 3 qui est les avantages et les inconvénients de la mondialisation. Alors, le premier point de cette rubrique-là, 3.1, les avantages. Alors, il faut savoir que la mondialisation permet la réduction des prix due à la concurrence et à la délocalisation des entreprises. D'accord? Alors, qu'entendez-vous par concurrence? Vous savez, quand une entreprise s'implante dans ton pays, ou alors quand nous faisons l'importation, ce n'est rien d'autre que des marchandises que nous envoyons dans un pays. Et ces marchandises-là sont produites à travers le monde entier, un peu partout. Hein? Notamment quand nous prenons dans le domaine de l'automobile, par exemple. Quand la Côte d'Ivoire importe l'automobile, vous êtes sans ignorer que c'est en même temps Renault, Peugeot, Toyota, Audi, Mercedes et autres. Il y a plusieurs marques de véhicules qui sont importées. Alors, arrivé sur le terrain, la marque de véhicule qui est mieux adaptée au terrain, c'est cette marque de véhicule-là qui sera prisée et beaucoup demandée. D'où la concurrence. Alors, nous sommes sans ignorer que lorsque nous avons plusieurs produits, le client cherche en même temps le produit efficace et moins cher. Donc, d'où les produits qui sont trop chers ont des difficultés pour être écoulés sur le marché. D'accord? Soit l'entrepreneur ou bien le commerçant là est obligé de réduire son prix. Donc, ce qui est à l'avantage du client. Voilà pourquoi on parle de la réduction des prix due à la concurrence et à la délocalisation des entreprises. Alors, quand une entreprise est délocalisée, c'est comme elle quitte sa structure mère et elle vient s'implanter chez vous. Un exemple. Si Renault décide de délocaliser l'une de ses structures, l'une de ses filiales en Côte d'Ivoire, l'avantage, c'est que le produit est déjà sur place. Ça, c'est le premier avantage. Donc, les histoires de payer les frais de transport et autres pour un produit qui doit quitter la France, venir en Côte d'Ivoire, cet élément-là est banni. D'accord? Donc, du coup, les prix qui allaient s'ajouter sur ces produits-là, dus à l'importation, au transport maritime et autres, ces prix n'existent plus. Donc, le produit sera moins cher. Parce que tout simplement, ces produits-là sont chez nous ici. C'est fait directement chez nous. Donc, beaucoup de choses seront éliminées. Alors, le deuxième point, la réduction du chômage grâce à l'implantation des nouvelles entreprises. Lorsqu'une entreprise est chez toi, les premiers qui vont travailler dans cette entreprise-là ne sont rien d'autre que les nationaux. Donc, du coup, ça aide économiquement à régler le problème du chômage. Alors, troisième point, l'augmentation des recettes des impôts. L'augmentation des recettes des impôts, ça, il faut le savoir. C'est vrai, quand l'entreprise s'implante, on lui fait des facilités. Mais au-delà de 3 ans d'exercice, il y a des impôts auxquels il faut faire face. Notamment les impôts sur le revenu et autres. Sans ignorer que lorsque une entreprise emploie des nationaux, il y a un type d'impôt qu'on appelle l'impôt sur le revenu, qui est automatiquement, prélevé sur le salaire. Vous voyez? Donc, il y a l'entreprise elle-même d'abord qui va payer des impôts. Et ensuite, l'entreprise encore va engager des impôts sur les salaires pour les travailleurs. Vous voyez l'avantage que ça fait.
d'où l'augmentation des recettes des impôts. Alors, la réduction de la corruption par l'application des règles de la bonne gouvernance. Alors, lorsque un pays est engagé avec une entreprise, ce pays-là est obligé d'appliquer les règles de la bonne gouvernance. C'est-à-dire, lorsqu'elle doit donner un contrat à une entreprise, il faut qu'elle passe par ce qu'on appelle un appel d'offres. D'accord? Lancer un communiqué sur les chaînes nationales pour dire je suis en voie d'engager un tel projet. Les entreprises qui sont outillées dans le domaine, on peut postuler sur tel site. Voyez-vous? Donc, ça réduit considérablement la corruption. L'augmentation, excusez-moi, du chiffre d'affaires des multinationaux. Voilà. Donc, eux qui investissent, eux aussi gagnent de l'argent. Ça, c'est au titre des avantages. Maintenant, au titre des inconvénients. D'accord? Il faut retenir ceci. La disparition des produits locaux. Vous voyez? Si le riz ivoirien est en concurrence avec le riz vietnamien ou le riz, comment dirais-je, Taïwan et autres, vous allez voir que le produit qui sera le mieux acheté, c'est le produit importé, parce que d'abord le coût de revient sera moins cher et en concurrence avec nos produits, ce sera difficile. Donc la disparition des produits locaux. Ensuite, l'ingérence dans la politique intérieure des pays pauvres, c'est évident. Un pays qui t'aide à te développer aura toujours un regard dans ta gestion politique. Voilà. L'endettement des pays pauvres, oui, ça c'est d'autres inconvénients. Et aussi une situation qui est d'actualité, la généralisation des pandémies sanitaires. C'est l'exemple de Covid-19. C'est-à-dire en même temps que vous partagez les bonnes choses, lorsqu'il y a des mauvaises choses, vous allez partager ensemble. C'est ce que cela veut dire. La généralisation des pandémies sanitaires comme la Covid-19 par exemple. D'accord? Donc, en guise de conclusion, il faut retenir que la mondialisation a réduit considérablement les délais de livraison et a augmenté les flux de capitaux et de marchandises. Mais elle impose le plus souvent une tyrannie des États forts sur les faibles. Elle facilite aussi la propagation des crises politiques ou même sanitaires. Voyez-vous? Donc, c'est en même temps le partage de biens et de malheurs. Donc, à ce titre, j'aimerais d'abord vous remercier pour votre attention et nous allons passer à une phase de questions et après quoi, Inch'Allah, nous allons arrêter ce cours-là. Alors, prenez soin de vous, respectez les mesures barrières et bien de choses à vous dans vos familles respectives. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.